Elle ne s'était pas contentée de me trahir, elle avait troqué l'essence même de la vérité. Ma femme, Jessica, se tenait dans l'encadrement de notre cuisine, ses doigts manucurés à la perfection agrippant une tasse à café comme si elle était une pièce à conviction cruciale dans une enquête pour homicide. À partir de cet instant, Max, c'est moi qui déciderai quand nous nous accorderons du temps. Cesse tes harcèlements incessants avec tes pathétiques tentatives de conversation. Cette déclaration avait résonné il y a 3 semaines. Il est étonnant de voir à quelle vitesse une maison se transforme en une véritable bibliothèque quand on vous interdit de parler. Le silence qui en résulte a été, littéralement, d'or. J'ai amassé une petite fortune en renonçant à la thérapie de couple. Je suis Max Barrett, 37 ans, ingénieur structure chez LR Construction. Je conçois des bâtiments qui défient la gravité, un exploit qui me rend apparemment plus fiable que mon propre mariage. Ma femme, Jessica, dirige la prestigieuse galerie d'art Méridien en centre-ville, où elle consacre ses soirées à organiser des vernissages privés qui, inexplicablement, ne semblent jamais m'inclure. Si le sarcasme brûlait des calories, ai-je marmonné en préparant le petit déjeuner, j'aurais des abdos en béton maintenant. Jessica a traversé la cuisine en glissant, enveloppée d'une aura de parfum coûteux et d'un sentiment de droit injustifié. Elle portait un foulard en soie, couleur crème avec de délicates finitions azur, un vêtement que je n'avais jamais vu auparavant. Alors qu'elle attrapait ses clés, j'ai aperçu des initiales brodées nichées dans un coin. « Tu travailles tard encore une fois ?» ai-je demandé, enfreignant l'édit que je m'étais imposé de ne pas la déranger. Elle n'a même pas daigné se retourner. « Ne m'attends pas. Certains d'entre nous ont un travail important à faire. » La porte d'entrée s'est claquée avec la résonnante finalité du coup de marteau d'un juge. Je suis resté là, serrant ma tasse de café, me demandant à quel moment précis ma femme s'était métamorphosée, passant de la femme à laquelle j'avais juré ma vie à cette étrangère glaciale et dédaigneuse qui considérait notre maison commune comme un simple hôtel et moi comme un colocataire indésirable. Mon téléphone a vibré. Tommy Kowalski, mon plus proche confident et ancien détective de police, maintenant détective privé, m'avait envoyé un SMS. « Une bière ce soir ? T'as l'air d'en avoir besoin. » J'ai répondu de la même manière. « Comment tu peux voir ma tronche à travers un téléphone ? » Intuition de mec marié. Murphy's Tavern, 7 heures. Au travail, je me suis plongé dans les plans et les calculs de contraintes, trouvant du réconfort dans les axiomes prévisibles de la physique. Les poutres d'acier n'inventent pas d'histoire, le béton ne commet pas d'infidélité, et les murs porteurs supportent réellement la charge prévue. Au lieu de tourner autour du pot a commencé Madame LR. Ma patronne s'est arrêtée près de mon bureau vers 4 heures. C'est une femme pragmatique dans la cinquantaine qui a construit son empire de la construction de ses propres mains et qui n'a absolument aucune tolérance pour les scènes. « Barrett, vous avez une mine affreuse. Tout va bien à la maison ? » « Tout va pour le mieux » ai-je rétorqué, sans lever les yeux de mes dessins. Ma femme a instauré une nouvelle politique de communication. Je fonctionne désormais selon le principe du besoin d'en connaître, et apparemment, je n'ai besoin de rien savoir. On dirait qu'elle vous rend service, a fait remarquer Madame LR, sèchement. Peut-être que vous finirez par réussir à terminer le projet Morrison dans les délais. Ce soir-là, à mon arrivée au Murphy's Tavern, Tommy avait déjà 3 bières d'avance. Il est bâti comme une borne à incendie ornée d'une moustache, et ses instincts de détective sont plus aiguisés que les plaidoiries finales d'un procureur chevronné. Alors a-t-il commencé, faisant glisser une bière sur la surface collante de la table, éclaire l'oncle Tommy sur ce qui te ronge. J'ai raconté le comportement récent de Jessica, les soirées interminables, les appels téléphoniques énigmatiques, le fait de me traiter comme si j'étais quelque chose qu'elle avait raclé sous sa chaussure. On dirait qu'elle s'est trouvé un projet parallèle, a supposé Tommy, prenant une longue gorgée de sa bière. « Tu veux que j'enquête ? » « Non, ai-je répondu précipitamment. Je n'ai aucune envie d'être le cliché qui engage un détective privé pour surveiller sa femme. C'est bien vrai. Mais si tu changes d'avis, mes tarifs sont raisonnables, et ma discrétion est légendaire. J'étais sur le point de répondre quand j'ai perçu un éclat de rire familier provenant de l'autre côté du bar. Jessica était installée dans une banquette d'angle avec sa meilleure amie, Mara, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans des chuchotements conspirateurs. Elle n'avait pas encore remarqué ma présence. « C'est pas ta charmante femme, ça ?» a demandé Tommy, suivant ma ligne de mire. Avant que je puisse formuler une réponse, la voix de Jessica a traversé la pièce. Elle s'adressait à Mara, mais ces mots m'ont frappé avec la force d'une masse contre ma poitrine. Eric affirme que les vernissages privés progressent mieux que prévu.
Il a un goût tellement raffiné, et il n'a pas peur de saisir ce qu'il désire. Elle a ri une fois de plus, ce même rire que j'avais autrefois adoré. Max est d'une naïveté confondante. Il croit sincèrement que je travaille tard. Mara gloussa comme une adolescente révélant un secret. Depuis combien de temps ça dure? Des mois, répondit Jessica, en faisant tournoyer son écharpe crème autour de son doigt. Eric me l'a offerte la semaine dernière, après une visite privée particulièrement poussée. Cet homme a un goût impeccable, en tout. Mes mains se crispèrent sur ma bouteille de bière. Eric Douillère, le supérieur de Jessica à la galerie. 42 ans, marié, conduit une BMW dont le prix dépasse celui de la plupart des maisons, et apparemment, il savoure des visites privées avec ma femme. Tommy remarqua mon expression. Doucement, tueur. Ne fais rien d'irréfléchi. Mais je ne me sentais pas irrationnel. Pour la première fois depuis des semaines, j'éprouvais une sensation de clarté. Une clarté absolue. Je me levai et m'approchai de leur table. Jessica leva les yeux, et la couleur quitta son visage aussi vite que l'eau d'une conduite rompue. Max, qu'est-ce que tu fais ici? Apparemment, je reçois une éducation, répondis-je calmement. Ne vous arrêtez pas à cause de moi, continuez votre discussion sur le goût raffiné d'Eric et ses visites privées poussées. Mara trouva soudain sa boisson d'un intérêt captivant. La bouche de Jessica s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-elle. Vraiment? Parce que, si je comprends bien, ma femme a une liaison avec son patron marié et s'en vante ouvertement auprès de son ami dans un lieu public. Corrigez-moi si je me trompe. Le choc initial de Jessica se transforma rapidement en défi. Tu sais quoi, Max? Oui. Oui, c'est le cas. Eric m'apprécie. Il valorise ce que j'apporte. Il ne me traite pas comme si j'étais une colocataire. Qu'il tolère à peine. Une perspective intéressante, déclarai-je, ma voix ferme malgré la rage qui montait en moi. J'avais l'impression, moi, de te traiter comme une épouse. Je m'efforçais de sauver un mariage que j'avais compromis. Je pivotai et retournai vers Tommy, qui avait observé tout le spectacle avec un détachement professionnel. Eh bien, remarqua-t-il alors que je reprenais ma place, c'était instructif, c'est certain. Quelle est ta prochaine action? Je vidai ma bière et reposai la bouteille avec une précision délibérée. Je vais donner à Jessica exactement ce qu'elle désire. C'est elle qui dicte quand nous nous accordons du temps l'un à l'autre, tu te souviens? Je crois qu'il est temps que nous passions du temps séparément. Définitivement. Le lendemain matin, je simulai une maladie au travail et me rendis directement au cabinet de Patricia Hanley, l'avocate spécialisée dans les divorces la plus réputée de la ville. Sa réputation d'être à la fois minutieuse et impitoyable la précédait comme une tempête imminente. Monsieur Barrett, dit-elle, en examinant les notes que je lui avais fournies, d'après votre récit, nous avons des motifs d'adultère, ce qui, dans cette juridiction, vous donne droit à un règlement favorable. Possédez-vous des preuves corroborantes de cette liaison? Seulement ce que j'ai entendu hier soir, mais je suis convaincu qu'il y a plus à découvrir. Laissez-moi faire. En attendant, je vais rédiger les documents nécessaires. Comment souhaitez-vous gérer cette affaire? Discrètement et à l'amiable, ou voulez-vous marquer le coup? Je repensais aux paroles de Jessica, à sa cruauté désinvolte, au mois où j'avais été traité comme un inconvénient dans ma propre maison. Marquons le coup. 3 heures plus tard, j'avais en ma possession les papiers du divorce et un plan fermement gravé dans mon esprit. Je conduisis jusqu'à la galerie de Jessica, me garai à proximité et attendis. À midi pile, je franchis l'entrée principale. La Méridien Art Gallery était une étude de murs blancs et d'éclairage prétentieux, le genre d'établissement où les clients chuchotaient avec révérence sur la vision artistique tout en sirotant un vin dont le prix dépassait celui de mes bottes de travail. Jessica était près du fond, engagée dans une discussion au sujet d'une peinture avec un client. Elle paraissait belle et sophistiquée, incarnant à la perfection la directrice de Galerie Prosper. Elle apparaissait aussi comme une parfaite étrangère. Je m'approchai d'elle, interrompant sa conversation avec un sourire poli. « Excusez-moi, j'ai besoin d'un instant pour parler à ma femme. » La cliente, une femme bien habillée et couverte de bijoux, parut visiblement agacée par l'interruption. Le visage de Jessica pâlit. « Max, qu'est-ce que tu fais ici? »« Je travaille. »« Je sais que tu travailles perpétuellement. C'est précisément pour cette raison que j'ai tenu à te remettre ces papiers en personne. » Je lui tendis l'enveloppe cartonnée contenant les papiers du divorce.
Considère ça comme une visite privée de la dernière exposition de notre mariage. Jessica fixa l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce. Tu as affirmé que tu dicterais quand nous nous accorderions du temps l'un à l'autre. J'ai décidé que nous n'avons plus besoin de nous accorder du temps du tout. La cliente observait la scène avec une fascination non dissimulée. D'autres visiteurs de la galerie avaient commencé à remarquer l'agitation. La voix de Jessica se fit rauque et baissa d'un ton. Tu ne peux pas faire ça ici. Tu me mets dans l'embarras. Je te mets dans l'embarras? Je ris, et le son s'échappa plus fort que je ne l'avais voulu. Jessica, tu t'es vantée ouvertement de ta liaison dans un bar public. Je soupçonne que ton seuil d'embarras est peut-être plus élevé que tu ne le penses. Baisse la voix, siffla-t-elle. Pourquoi? Tu crains qu'Éric n'entende ça? Ne t'inquiète pas. Je suis certain qu'il découvrira la vérité assez tôt quand sa femme recevra sa copie des papiers. L'infidélité est une affaire tellement compliquée. Juridiquement parlant. Le visage de Jessica passa du blanc au rouge écarlate. Tu es fou. Tu ne peux rien prouver. Nous verrons bien. Je me retournai pour partir, puis m'arrêter. Ah, et Jessica, ne te donne pas la peine de rentrer à la maison ce soir. J'ai changé les serrures. C'était une invention, mais une invention profondément satisfaisante. L'expression sur son visage valait chaque centime que j'avais versé à Patricia en lait. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand Jessica fit irruption par les portes de la galerie, sa composure professionnelle complètement brisée. Max, tu ne peux pas m'empêcher d'entrer dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, rétorquai-je sans m'arrêter. C'est notre maison. Du moins, jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Ensuite, ce sera ma maison, étant donné que tu as été bien trop occupé avec des expositions privées pour contribuer au paiement de l'hypothèque. Elle me poursuivit, ses talons claquant sur le trottoir comme une machine à écrire en colère. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement décider que notre mariage est terminé. Je m'arrêtai et me retournai pour l'affronter. C'est amusant, c'est précisément ce que tu as fait il y a 3 semaines quand tu m'as informé que tu dicterais quand nous allouons du temps l'un à l'autre. Je ne fais que suivre ton exemple. Ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Tu as pris une décision solitaire concernant notre relation. Maintenant, j'en prends une aussi. La distinction réside dans le fait que la mienne est accompagnée de documents juridiques. Jessica saisit mon bras. Max, s'il te plaît, implora-t-elle. Nous pouvons résoudre ça. Nous pouvons suivre une thérapie. Nous pouvons réparer ça. Pendant un instant fugace, une simple étincelle de temps, je discernai un aperçu de la femme avec laquelle j'avais juré de passer ma vie. Vulnérable, effrayée, humaine. Ensuite, je me suis rappelé son rire dans le bar, son rejet nonchalant de notre mariage, les mois de silence glacial et de malveillance calculée. Jessica, tu as informé ton ami que j'étais un idiot. Tu te trompais. Je possède une clarté exceptionnelle concernant les événements qui se déroulent ici. Tu as fait ton choix. Maintenant, subis les conséquences. Je suis monté dans ma voiture et suis parti, l'abandonnant debout sur le parking de la galerie. Dans mon rétroviseur, je l'ai observé récupérer son téléphone, présumément pour contacter Eric et l'informer de ce développement imprévu. Quel le téléphone? Qu'ils paniquent tous les deux. Après des mois passés à être traité comme un imbécile, cela engendrait un sentiment de satisfaction d'être celui qui avait le contrôle. Cet après-midi-là, j'ai réellement remplacé les serrures. De plus, j'ai emballé les vêtements de Jessica dans des valises et les ai déposés sur le porche, accompagnés d'une note. Compte tenu de tes fréquents séjours ailleurs ces derniers temps, j'ai supposé que tu pourrais préférer en faire une gestion officielle. Tommy est arrivé ce soir-là avec une pizza et de la bière, observant mon travail avec une approbation professionnelle. Tu sais qu'elle va revenir, déclara-t-il en s'installant sur mon canapé. Probablement accompagnée d'un avocat ou de la police, ou des deux. Qu'elle vienne. Je ne l'empêche pas illégalement d'entrer. Je ne fais que rendre explicite qu'elle n'est pas la bienvenue. Et si elle tente d'entrer de force? Je souris d'un air sombre. Alors je contacterai mon ami, le détective privé, et je lui demanderai de documenter sa conduite erratique pour la procédure de divorce. Tommy leva sa bière dans une salutation simulée. À Max Barrett, qui a enfin cultivé une épine dorsale. À Jessica Barrett, rétorquai-je, qui est sur le point d'apprendre que les actions entraînent des conséquences. Nous avons trinqué et,
Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu le sentiment d'être chez moi. À 2 heures du matin, je me suis réveillé au bruit de quelqu'un qui essayait de manipuler la porte d'entrée. Je suis resté allongé dans mon lit, à écouter les grattements et les jurons, puis j'ai saisi mon téléphone et me suis faufilé jusqu'à la fenêtre. Jessica se tenait sur mon porche dans l'obscurité, employant ce qui semblait être une carte de crédit pour tenter de désengager la serrure. J'ai contacté les autorités. 911, quelle est votre urgence? Ici Max Barrett au 1247, rue Elm. Quelqu'un tente d'entrer de force dans ma résidence. Êtes-vous en danger immédiat, monsieur? Je ne suis pas certain. La personne reste à l'extérieur, mais elle tente sans équivoque d'entrer. Des unités sont en route. Restez en ligne et loin des portes et des fenêtres. 10 minutes s'écoulèrent, et des lumières rouges et bleues illuminèrent mon quartier tranquille comme une décoration de Noël. J'observais depuis la fenêtre de ma chambre 2 agents s'approcher de Jessica, maintenant assise sur les marches de mon Porsche, en pleurs. Je me suis habillé et me suis aventuré dehors. Monsieur Barrett? L'agent le plus âgé, le sergent Martinez, selon son insigne, semblait las. C'est votre femme? Bientôt mon ex-femme. Je lui ai signifié les papiers du divorce hier et j'ai fait changer les serrures. Elle affirme qu'elle réside ici. Elle y résidait. Ce n'est plus le cas maintenant. Jessica se leva, du mascara coulant sur ses joues. Max, c'est absurde. Je veux juste récupérer certaines de mes affaires. Vos affaires sont contenues dans les valises que j'ai déposées sur le porche hier, et que je constate être à présent absentes. Le sergent Martinez jeta un coup d'œil entre nous, comme s'il arbitrait un match de tennis. Monsieur, votre nom figure-t-il sur l'acte de propriété de cette maison? Oui, le mien exclusivement. Je l'ai acquise avant notre mariage. Madame, possédez-vous une pièce d'identité indiquant cette adresse comme votre adresse légale? Jessica chercha fébrilement son permis de conduire. J'ai perçu l'instant où elle a appréhendé son erreur. Elle n'avait jamais modifié son adresse sur son permis. Il affichait toujours son ancien appartement. C'est chez moi, dit-elle d'une voix faible. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Le mariage ne confère pas automatiquement des droits de propriété, déclara le jeune agent. Si votre nom ne figure pas sur l'acte et que vous n'avez pas établi de résidence légale, vous ne pouvez pas entrer de force. Mais il a changé les serrures. C'est sa maison, déclara patiemment le sergent Martinez. Il est libre de changer les serrures s'il le souhaite. Jessica se tourna vers moi, ses larmes se mêlant désormais à la fureur. Tu as orchestré tout ça. Tu voulais m'humilier. Jessica, tu t'es humiliée toi-même. Je refuse simplement d'être humilié à tes côtés. Les agents étaient manifestement prêts à clore cette affaire. Madame, vous êtes tenue de quitter les lieux si vous possédez des effets personnels à l'intérieur. Vous devrez régler cela par l'intermédiaire de vos représentants légaux. Après leur départ, je me suis tenu sur mon porche dans l'obscurité tranquille, éprouvant une sensation de sérénité particulière. Pendant des mois, Jessica avait régulé la température de notre relation, déterminant quand nous parlions, quand nous nous touchions, quand nous coexistions dans le même espace. Maintenant, pour la première fois, j'établissais les limites. Le lendemain matin, Patricia Hanley a téléphoné. Max, j'ai des nouvelles intéressantes. J'ai mandaté un enquêteur pour effectuer une vérification préliminaire des antécédents de votre femme et de son supérieur, Éric Douillère. Qu'avez-vous découvert? Éric Douillère est marié à Caroline Douillère, fille du juge William Hartwell. Vieille fortune, extrêmement bien connectée. Éric vit au-dessus de ses moyens depuis des années, mais la famille de sa femme le rend flou systématiquement. Quel est le rapport avec Jessica? Peut-être aucun. Peut-être tout. Mon enquêteur a également découvert des irrégularités dans les demandes d'indemnisation de l'assurance de la galerie au cours des 2 dernières années. Plusieurs pièces de valeur signalées comme endommagées ou volées avec des versements substantiels. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Vous soupçonnez Jessica d'être impliquée dans une fraude à l'assurance. Je soupçonne votre femme d'être impliquée dans quelque chose de plus complexe qu'une simple infidélité. J'ai l'intention d'approfondir la question, mais je voulais vous donner un avant-goût. Cela pourrait devenir délicat. C'était sur le point de devenir plus délicat que Patricia ne pouvait l'imaginer. Cet après-midi-là, Éric Douillère se matérialisa sur mon chantier de construction. J'étais en train de revoir les plans des fondations avec mon équipe quand je l'ai aperçu debout près de la remorque,
paraissant complètement déplacé dans son costume coûteux et ses chaussures en cuir italien. Monsieur Barrett, je suis Éric Douillère. Je crois que nous devons parler. Mon équipe observait avec intérêt. Rien ne perturbe la monotonie des travaux de construction comme un drame imprévu. À propos de quoi? Ai-je demandé, ne bougeant pas de ma position, de cette situation malheureuse avec Jessica. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, c'est que vous avez cru que j'étais suffisamment peu intelligent pour ne pas percevoir que ma femme entretenait une relation sexuelle avec son supérieur. Un de mes gars, Big Jim Rodriguez, bloussa. Le visage d'Éric devint cramoisi. Écoutez, Barrett, vous êtes manifestement bouleversé, mais il n'est pas nécessaire de rendre cela plus moche que ça ne doit l'être. Jessica et moi, nous entretenons une relation professionnelle. C'est ainsi que vous l'appelez? Parce qu'elle semblait la trouver assez personnelle quand elle se vantait de votre goût raffiné et de vos visites privées intensives. Éric s'avança, baissant la voix. Vous ne comprenez pas la situation dans laquelle vous vous immiscez. Il y a des choses plus importantes en jeu ici que votre fierté blessée. Éclairez-moi. Jessica et moi évoluons dans un domaine très spécialisé. Nous effectuons des transactions de grande valeur, des collectionneurs privés, des négociations délicates. Votre petite crise de nerfs d'hier a mis en péril des affaires extrêmement importantes. Je posai mon presse-papier et accordai à Éric toute mon attention. Me menacez-vous? Je m'efforce de vous aider à comprendre que ce divorce pourrait engendrer des conséquences que vous n'avez pas envisagées pour toutes les personnes concernées. Big Jim avait cessé de faire semblant de travailler et écoutait maintenant ouvertement aux portes. Éric s'en aperçut et recula. Réfléchissez simplement à ce que j'ai dit, Barrett. Il vaut mieux ne pas réveiller certains serpents qui dorment. Après son départ, Big Jim s'approcha. Patron, cet individu semblait réellement appréhensif à propos de quelque chose. Voulez-vous que je reste en surveillance? Merci, Jim, mais je peux gérer Éric Douillère. Célèbre dernière parole. Comme le destin le voulait, l'appel arriva jeudi soir pendant que je corrigeais des plans de fondation. Mon ami Dave Chen, que je connaissais depuis l'université, semblait mal à l'aise. Max, il faut qu'on parle. Tu peux me rejoindre chez Brennan demain soir? Le Brennan, c'était notre lieu de rencontre habituel pour la partie de poker mensuelle avec notre vieille promotion. Bien sûr. Tout va bien? Nous en parlerons demain. J'aurais dû prévoir ce qui allait se produire. Vendredi soir, j'entrai chez Brennan et découvris Dave, Mike Sullivan et Jeff Morrison déjà assis à notre table habituelle. Pas de cartes, pas de jetons. Seulement 3 individus à l'air mal à l'aise, sirotant leur bière comme s'il s'agissait d'un médicament. Ça a l'air sérieux, dis-je, en me glissant sur la 4e chaise. Dave s'éclaircit la gorge. Max, on est amis depuis 15 ans. C'est pour ça que c'est si difficile. Qu'est-ce qui est si difficile? Mike intervint. On a entendu parler de ce qui s'est passé avec Jessica. Le divorce, les serrures, la scène à la galerie. Et on pense que tu gères tout ça de la mauvaise manière, déclara Jeff. Tu l'embarrasses, tu t'embarrasses. Ça met tout le monde mal à l'aise. Je parcourus la table du regard, observant 3 hommes que j'avais considérés comme mes plus proches confidents. Tout le monde. Les femmes sont contrariées, expliqua Dave. Elles sont amies avec Jessica. Elles pensent que tu es cruel et vindicatif. Cruel et vindicatif? Je ris, mais il n'y avait aucune joie dans mon rire. Jessica m'a trompé pendant des mois, me traitant comme un déchet chez moi, et je suis le méchant parce que j'ai entamé une procédure de divorce. Personne ne prétend qu'elle est parfaite, affirma Mike. Mais la façon dont tu gères ça. Signifier des documents sur son lieu de travail, changer les serrures, appeler la police chez elle. C'est dur, mec. Elle a tenté de forcer l'entrée de ma résidence à 2 heures du matin. C'est sa résidence aussi, dit Jeff. En fait, non. Mon nom est sur l'acte de propriété. Je l'ai acquis avant notre mariage. Ils échangèrent tous les 3 des regards. Dave se pencha en avant. Écoute, Max, on en a parlé. On pense que tu devrais envisager une thérapie. Peut-être prendre du temps pour te calmer avant de commettre un acte que tu regretteras. Ce que je regrette, c'est d'avoir gaspillé 4 années de ma vie sur une femme qui a si peu de considération pour moi qu'elle se vante de sa liaison dans des lieux publics. C'est juste Jessica qui fait sa drama queen, dit Mike. Tu sais comment elle est.
En effet, je sais comment elle est. Apparemment, plus efficacement que je ne le pensais. La question est, comment savez-vous comment elle est? Nouvel échange de regards. Jeff se tortilla sur sa chaise. Elle a appelé Sarah hier soir, en pleurs et effondrée. Selon Sarah, tu as été émotionnellement violent pendant des mois, et elle avait peur de rentrer à la maison. Émotionnellement violent? L'accusation me frappa avec force. Était-ce une blague? Dave ajouta que tu lui avais fait la tête pendant des semaines. Tu ne lui adressais pas la parole, tu ne la touchais pas. Tu lui faisais sentir qu'elle n'était pas la bienvenue chez elle. Elle m'a dit de ne pas la déranger, disant que c'était elle qui déciderait quand on passerait du temps ensemble. Ce n'est pas comme ça qu'elle le raconte, dit Mike d'une voix douce. Je fixais mes 3 plus vieux amis, les voyant changer d'allégeance en temps réel. Donc, vous croyez sa version des faits plutôt que la mienne, demandai-je. On pense qu'elle souffre, répondit Dave, et on pense que tu es suffisamment en colère pour faire des choix imprudents. Des choix imprudents? Comme quoi, demandai-je. Comme engager un détective privé pour la suivre, déclara Jeff, et tenter de détruire sa réputation et sa carrière à cause d'un mariage qui était probablement déjà terminé. Je n'avais pas engagé Tommy pour enquêter sur Jessica, mais je ne pris pas la peine de les corriger. Et votre proposition de résolution est, demandai-je. Laisse tomber le divorce, suggéra Mike. Suis une thérapie. Essaie de résoudre la situation comme des adultes. Et si je refuse? Le silence s'étira, fournissant une réponse implicite à ma question. Dave finit par prendre la parole. Max, on est amis depuis longtemps, mais nos femmes vivent aussi dans cette communauté. Si tu continues à envenimer la situation, à la rendre déplaisante en public, on sera obligé de se retirer, continua-t-il. Se retirer, demandai-je. Nous ne pouvons pas rester au milieu de tout ça, dit Jeff. C'est excessivement désordonné. Trop compliqué, repris-je en écho. Je me levai lentement, les observant chacun à leur tour. Permettez-moi de m'assurer que je comprends bien. Ma femme est infidèle, me trompe, me traite avec mépris, puis informe tout le monde que je suis violent quand je dépose une demande de divorce, et votre réponse est de menacer de mettre fin à notre amitié à moins que je ne me réconcilie avec elle, demandai-je, incrédule. Personne ne menace quoi que ce soit, objecta Mike. Nous disons simplement. Continua-t-il. Vous dites que vous la croyez elle plutôt que moi, l'interrompis-je. Vous dites que 15 ans d'amitié sont subordonnés au maintien du bonheur de vos femmes. Vous dites que je devrais accepter d'être trompé et qu'on me mente parce que l'alternative vous met mal à l'aise. Dave tendit la main comme pour me toucher le bras. Max, voyons, implora-t-il. Ne sois pas comme ça. Je reculai. Ne pas être comme quoi? Ne pas être blessé que mes plus vieux amis se rangent du côté de ma femme infidèle? Ne pas être en colère que vous vous souciez plus de votre position sociale que de mon bien-être? C'est injuste, protesta Jeff. Injuste, ris-je avec amertume. Vous voulez discuter de justice? La justice, ce serait que vous, messieurs, demandiez si je vais bien. La justice, ce serait que vous souteniez votre ami dans une période difficile. La justice, ce serait que vous vous souciez de la vérité au lieu de simplement désirer que le drame cesse. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Vous savez quel est l'aspect vraiment lamentable? Jessica compte probablement là-dessus. Elle sait que si elle se dépeint comme la victime assez fort et assez longtemps, les gens finiront par la croire. Et elle a raison. Max? Attends, commença Dave. Épargnez-moi ça, rétorquai-je. Vous avez rendu votre position on ne peut plus claire. Vous vous retirez, n'est-ce pas? Considérez que je me retire de deux. Je sortis du Brennanès et respirai l'air frais de la nuit, ayant l'impression d'avoir perdu plus qu'un mariage. J'avais perdu les hommes que je croyais capables de me soutenir quand tout le reste s'effondrerait. Mais en rentrant chez moi, je réalisais autre chose. Jessica ne m'avait pas seulement été infidèle. Elle avait dressé mes amis contre moi avec des mensonges et de la manipulation. Ce n'était plus seulement de l'infidélité. C'était la guerre. Samedi matin, je contactai Tommy. Je suis prêt à t'engager, déclarai-je sans préambule. Il était temps, répondit-il. Qu'est-ce qui a modifié ta décision? Je lui racontai la confrontation avec Dave, Mike et Jeff, la version des faits de Jessica, et la rapidité avec laquelle mes amis avaient pris parti. Elle joue la victime, dit Tommy.
Une tactique de manipulation classique. Elle se présente comme la partie lésée de sorte que, lorsque la vérité éclate, les gens sont déjà investis dans son récit. Peux-tu prouver qu'elle ment ? Demandai-je. Je peux prouver ce qui s'est réellement passé. Le reste dépend de toi. Mon tarif est de 5 cents par jour, plus les dépenses. D'accord, répondis-je. Je commencerai lundi. Entre-temps, documente tout. Chaque interaction, chaque appel téléphonique, chaque fois qu'elle apparaît chez toi. Date, heure, témoin, si possible. C'est déjà commencé, dis-je. Bien joué, répondit-il. Oh, et Max, cesse de parler de ça avec tes amis. Ils ont déjà démontré où ils se situaient. Lundi après-midi, Tommy appela avec son premier rapport. Ta femme a été occupée, dit-il. Il déclara qu'elle séjournait au Marriott du centre-ville, mais que ce n'était pas elle qui payait. La chambre est enregistrée au nom de Dwyer Consulting. Eric paie son hôtel. Ça devient encore mieux, continua Tommy. Je l'ai suivie ce matin. Elle est allée à la galerie, mais elle n'y est pas restée longtemps. Ensuite, elle a conduit jusqu'à un centre de self-stockage du côté est. Unité de stockage, demandai-je. Unité 247. Elle avait une clé et a passé environ 1 heure à l'intérieur, en ressortant avec un petit paquet enveloppé dans du tissu. As-tu pu distinguer ce que c'était ? Demandai-je. Il semblait que c'était une peinture ou une œuvre d'art encadrée. Elle l'a transporté jusqu'à la galerie. Je sentis des pièces d'un puzzle se mettre en place. Tommy, te souviens-tu de ce que mon avocat a dit concernant les irrégularités d'assurance à la galerie ? Oui. Est-ce que tu penses à ce que je pense ? Demandai-je. Je pense que Jessica et Eric pourraient être en train de mener plus qu'une simple liaison. Je vais continuer à creuser. Mais Max, si c'est ce que nous soupçonnons, c'est plus grand qu'une affaire de divorce. Nous pourrions parler d'accusation criminelle. Ce soir-là, Jessica m'appela pour la première fois depuis la nuit au Brennanes. Max, il faut qu'on parle, dit-elle. Parle à mon avocat, répondis-je. C'est important. Il s'agit de nous, de notre avenir. Nous n'avons pas d'avenir, Jessica. Nous avons un passé. Et une procédure de divorce. S'il te plaît, accorde-moi juste 1 heure. Je viendrai à la maison. Nous nous assiérons comme des adultes et nous discuterons de ça. Quelque chose dans son ton éveilla mes soupçons. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a changé ? Demandai-je. J'ai réfléchi à ce que tu as dit concernant les conséquences et les choix. Peut-être. Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Trouver un arrangement, répétai-je. Le divorce n'a pas besoin d'être une guerre, Max. Nous pouvons faire ça de manière civilisée, partager les biens équitablement, sans accusation et sans scène. Pas d'accusation, demandai-je, incrédule. Jessica, tu m'as trompé avec ton patron. C'est compliqué, interrompit-elle. Il y a des choses que tu ne comprends pas sur mon travail, sur les pressions que j'ai subies. Éclaire-moi, la défis-je. Pas au téléphone, en face à face, ce soir, s'il te plaît. Contre mon gré, j'acceptais. 1 heure. Et, Jessica, n'amène pas Eric. Il n'y aura que moi. Je te le promets. Elle arriva à 8 heures, l'air nerveux et belle d'une manière qui me rappela pourquoi je l'avais épousée. Elle portait une simple robe noire et un maquillage minimal, et pendant un instant, je ressentis l'attirance familière. Puis je me suis souvenu d'elle riant de mon ignorance au bar. Merci de me voir, dit-elle, s'installant sur le canapé que nous avions choisi ensemble il y a 3 ans. Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à discuter. Je souhaite expliquer. À propos d'Eric, interrompis-je. À propos de ce que tu as vu et entendu. J'ai vu et entendu assez, dis-je. Non, tu n'as pas tout vu. Tu as vu ce qui semblait être une liaison, mais ce n'est pas si simple. J'attendis. Eric et moi, nous avons une relation d'affaires, un partenariat qui s'étend au-delà de la galerie. Quel genre de partenariat ? Jessica prit une profonde inspiration. Nous acquérons des œuvres d'art pour des collectionneurs privés, des pièces haut de gamme, parfois par des canaux non conventionnels. Non conventionnels comment ? Demandai-je. Certains collectionneurs ne veulent pas que leurs achats soient enregistrés publiquement. Ils accordent une importance primordiale à la discrétion. Tu parles d'art volé ? Demandai-je. Pas volé.
Juste des pièces détenues en privé qui, officiellement, n'existent plus. Je fixais ma femme, essayant de comprendre ce qu'elle me disait. Jessica, ça ressemble à de la fraude. Ce n'est pas de la fraude si tout le monde sait ce qu'il reçoit. Nos clients paient des prix élevés pour une discrétion maximale. Et les déclarations d'assurance? Les pièces endommagées et volées de la galerie? Son visage pâlit. Comment sais-tu ça? Demanda-t-elle. Je sais beaucoup de choses, Jessica. La question est, pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant? Parce que j'ai besoin que tu comprennes que si ce divorce devient une guerre, si tu continues à insister, à enquêter et à proférer des accusations, tu pourrais détruire bien plus que notre mariage. Voilà donc la véritable raison de cette visite. Tu me menaces, demandai-je. J'essaie de te protéger. Et moi, et Eric. Nous sommes tous embarqués ensemble dans cette histoire maintenant, qu'on le veuille ou non. Nous ne sommes embarqués dans rien du tout. Tu as pris ces décisions sans moi, mais tu en es conscient maintenant. Ce qui te rend complice, dit-elle. Je me levai. Sors d'ici. Max, s'il te plaît. Sors de chez moi maintenant. Tu ne comprends pas dans quelle situation tu te mets. Ces collectionneurs n'aiment pas être exposés. Ils n'aiment pas les complications. Tu es en train de dire que je suis en danger, demandai-je. Je suis en train de dire que nous le sommes tous si cette affaire ne reste pas discrète. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris. Jessica, je veux que tu écoutes très attentivement. Je me fiche de ton combine de fraude artistique. Je me fiche de tes collectionneurs privés. Je veux juste divorcer et passer à autre chose. Mais si toi, Eric ou qui que ce soit d'autre tente de me menacer ou de m'intimider, je me donnerai pour mission personnelle de révéler tout ce que vous avez fait. Elle se leva lentement. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, dit-elle. Alors éclaire-moi. Qui sont ces collectionneurs qui n'aiment pas être exposés? Pendant un instant, je pensais qu'elle allait peut-être vraiment me le dire. Puis son expression se durcit. Au revoir, Max. J'espère que tu feras le bon choix. Après son départ, j'appelai immédiatement Tommy et lui racontai tout. Putain, Max. Elle vient de te confesser qu'elle dirige un réseau de fraude artistique. Ai-je bien fait? Demanda-t-il. Tu as parfaitement géré la situation. Et tu as enregistré, n'est-ce pas? Je regardais mon téléphone, toujours posé sur la table basse où je l'avais laissé. Merde. Non, la prochaine fois. Mais cela nous donne une direction. Je vais me concentrer sur cet entrepôt et voir ce que je peux trouver d'autre. Tommy. Elle semblait sincèrement effrayée, non seulement d'être prise, mais aussi par ces collectionneurs qu'elle a mentionnés. D'autant plus de raisons d'agir vite. Si Jessica est dépassée par la situation avec des gens dangereux, toute cette affaire pourrait devenir dangereuse très rapidement. En raccrochant, je réalisais que ma simple affaire de divorce venait de devenir quelque chose de bien plus compliqué. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Pour la première fois depuis le début de toute cette épreuve, Jessica semblait être celle qui était consumée par la peur. L'appel téléphonique de Tommy est arrivé à 6 heures du matin, mardi. Max, il est impératif que tu viennes ici. Entrepôt de Riverside Drive. Apporte un appareil photo. Je l'ai découvert garé en face d'East Side Storage, en train de boire du café dans un thermos et affichant une mine sombre. Quelle est la situation actuelle? Ai-je demandé. Votre femme est apparue il y a environ 1 heure, accompagnée d'Eric et de 2 autres personnes. Il retire des objets de ce box. Des tableaux, des sculptures, des caisses de petite taille. Un déménagement professionnel. Il vide le box complètement? On dirait bien. J'ai pris des photos de tout, y compris des plaques d'immatriculation du camion qu'ils utilisaient. Nous avons observé Jessica sortir de l'entrepôt, portant un petit tableau emballé. Même de loin, j'ai discerné qu'elle semblait agitée et qu'elle restait nerveusement sur ses gardes, regardant sans cesse autour d'elle. Elle a peur, remarqua Tommy. La question, cependant, est de quoi? Mon téléphone émit une sonnerie. C'était Patricia en lait. Max, nous avons un problème. L'avocat d'Eric Douyer m'a contacté ce matin. Ils affirment que vous harcelez et maltraitez Jessica, et ils demandent une ordonnance restrictive. C'est absurde. Je ne l'ai pas contactée, sauf quand c'est elle qui a pris l'initiative. Ils soutiennent que vous avez employé un détective privé pour la surveiller, et que vous avez proféré des menaces concernant la divulgation de ses affaires.
J'ai observé Jessica et Eric charger une autre caisse dans leur camion. Patricia, et si je révélais que Jessica a avoué avoir orchestré une escroquerie artistique? Un silence s'ensuivit. Puis, avez-vous enregistré cet aveu? Non. Alors ce n'est que votre parole contre la sienne. Max, s'ils obtiennent une ordonnance restrictive, cela pourrait considérablement nuire à votre position dans la procédure de divorce. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence quant à vos actions ultérieures. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis tourné vers Tommy. Ils essaient d'obtenir une ordonnance restrictive contre moi. Une manœuvre défensive classique. Pour vous dépeindre comme l'agresseur, détournant ainsi l'attention de leurs activités réelles. Peuvent-ils réussir à la faire tenir? Pas si nous prouvons qu'ils sont les premiers à enfreindre la loi. Le camion a quitté l'entrepôt et Jessica est montée dans la BMW d'Eric. Nous avons suivi à distance discrète alors qu'ils traversaient la ville jusqu'à un quartier riche qui m'était inconnu. Où allons-nous? Ai-je demandé. Il semble qu'ils se dirigent vers le domaine des Hartwell. Le juge Hartwell, le beau-père d'Eric. Le même? Un endroit intéressant pour cacher des œuvres d'art volées, ne trouvez-vous pas? Nous nous sommes garés dans la rue et avons observé Eric et Jessica décharger leur cargaison dans une immense demeure en pierre, entourée de hauts murs et de portails électroniques. Le juge William Hartwell était l'un des magistrats les plus estimés de l'État, réputé pour sa position inflexible sur la criminalité en col blanc. Croyez-vous qu'il est au courant de leurs activités? Ai-je demandé. Soit il est au courant, soit Eric fait preuve d'une audace considérable en stockant des œuvres d'art illicites dans la résidence d'un juge fédéral. Mon téléphone a vibré, indiquant un message texte de Dave Chen. Max, j'ai entendu parler de l'ordonnance restrictive. Peut-être est-il temps de céder avant que cela ne dégénère davantage. J'ai montré le message à Tommy. Les nouvelles se propagent rapidement. Vos anciens amis obtiennent probablement leurs informations directement de Jessica. Elle exploite le côté victime. Une lettre de reproche. Je ne me soucie plus de la perception des autres. Excellent, car nous sommes sur le point de leur fournir quelque chose de tangible à contempler. Cet après-midi-là, Tommy m'a présenté un dossier volumineux contenant des photographies, des documents et des notes de surveillance. Voici ce que nous avons découvert, a-t-il déclaré, étalant tout sur ma table de cuisine. Jessica et Eric mènent une opération sophistiquée de fraude artistique depuis au moins 2 ans. Ils déclarent des œuvres volées ou endommagées, perçoivent des indemnités d'assurance, puis revendent les œuvres en privé à des collectionneurs qui ne posent pas de questions. De quelle valeur monétaire parlons-nous? Une estimation prudente se situerait entre 2 et 3 millions de dollars au cours des 2 dernières années. J'ai émis un léger sifflement. Cela constitue une peine de prison fédérale. Cela s'améliore. J'ai retrouvé la trace de la location du box. Il est financé par une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Ce ne sont pas des criminels amateurs, Max. Ils exécutent une opération professionnelle. Et le juge Hartwell? Enquête en cours sur cet aspect. Cependant, j'ai découvert quelque chose d'intéressant concernant Caroline Douillère. La femme d'Eric. Il a fait glisser un document sur la table. Elle a été internée par intermittence dans des établissements psychiatriques au cours des 5 dernières années. Dépression, anxiété, problèmes de toxicomanie. Elle n'est pas précisément attentive aux activités de son mari. Alors, Eric a exploité les relations familiales de sa femme et ses problèmes de santé mentale comme couverture. Exactement. Et Jessica a fonctionné comme l'informateur au sein de la galerie, identifiant les cibles et facilitant les vols. Je contemplais les photographies de ma femme chargeant des œuvres d'art volées dans un camion. Comment ai-je pu ne pas m'en apercevoir? Parce que vous lui faisiez confiance. Parce que vous pensiez connaître sa vraie nature. Je me sens comme un idiot. Ne cédez pas à la colère. Cultivez la motivation. Je me sens prêt à démanteler ces imbéciles. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Mike Sullivan. Max, j'ai entendu parler de l'ordonnance restrictive. Écoute, peut-être avons-nous eu tort de prendre parti, mais cela est allé beaucoup trop loin. Tu dois céder avant de rencontrer une véritable adversité. Quelle sorte d'adversité, Mike? Adversité juridique? Adversité financière? L'avocat de Jessica parle de vous poursuivre pour mauvais traitement, diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Tu pourrais tout perdre. Je pourrais tout perdre, ou Jessica pourrait tout perdre. Quelle est l'implication voulue de cette affirmation?
Elle implique que peut-être tu n'es pas au courant de toute l'histoire. Je suis suffisamment informé. Je sais que tu es obsédé par la vengeance plutôt que de simplement passer à autre chose. Mike, et si je révélais que Jessica a volé des œuvres d'art et escroqué des compagnies d'assurance? Je dirais que tu inventes des accusations désespérées parce que tu n'arrives pas à accepter la dissolution de ton mariage. J'ai mis fin à l'appel. Il ne servait à rien d'essayer de persuader des personnes qui avaient déjà pris leur décision. Mais Tommy avait raison. J'étais furieux, j'étais motivé, et j'étais prêt à démanteler ces imbéciles. Mercredi matin, j'ai passé 2 coups de téléphone. Le premier était adressé à Patricia Hanley. Patricia, je vous demande de contacter l'équipe spécialisée dans les crimes artistiques du FBI. Je possède des preuves d'une importante opération de fraude impliquant des œuvres d'art volées et des escroqueries à l'assurance. Max, êtes-vous certain de cette démarche? Une fois que vous impliquez les autorités fédérales, il n'y a plus de retour en arrière possible. J'en suis certain. Le deuxième appel était à Madame Heller à mon travail. J'ai besoin d'un peu de temps personnel. Peut-être une semaine, potentiellement plus. Tout va bien, Barrett? Tout ira bien jeudi après-midi. L'agent spécial du FBI Sarah Chen, sans lien de parenté avec Dave, heureusement, était assise dans ma cuisine en train d'examiner le dossier de preuves de Tommy. C'est un travail impressionnant, a-t-elle déclaré. Surveillance professionnelle, documentation méticuleuse, une chaîne de preuves claires. Votre ami s'y connaît dans son domaine. C'est un ancien policier. Cela se voit. Monsieur Barrett, je veux m'assurer que vous comprenez bien les implications de votre implication ici. Si nous poursuivons cette enquête et qu'elle aboutit à des accusations fédérales, votre femme pourrait encourir une peine de 10 à 15 ans de prison. Je comprends. Êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous prêt pour l'attention médiatique, les procédures judiciaires, l'impact sur votre propre vie? J'ai pensé à la cruauté désinvolte de Jessica, à sa manipulation de mes connaissances, à ses menaces concernant de dangereux collectionneurs. Agent Chen, ma femme a détruit notre mariage, a diffusé des mensonges à tout le monde que nous connaissons concernant l'attribution des responsabilités, et a ensuite tenté de m'intimider pour me faire taire. Si elle a commis des crimes fédéraux en plus de cela, elle mérite toutes les conséquences qui s'ensuivent. Très bien, alors. Nous allons ouvrir une enquête. Dans l'intervalle, je vous demande de vous abstenir de tout contact avec Jessica ou Eric Douyer. Pouvez-vous vous conformer à cette demande? Avec plaisir. Ce soir-là, Tommy et moi étions affalés sur ma terrasse, buvant de la bière et regardant le coucher du soleil. Il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant, a-t-il remarqué. Tant mieux. J'en ai assez de reculer. Votre femme est sur le point de découvrir les conséquences de s'en prendre à la mauvaise personne. J'ai levé ma bière et j'ai porté un toast à Jessica Barrett, qui est sur le point d'apprendre que certaines personnes ripostent. À Max Barrett, a rétorqué Tommy, qui s'est enfin souvenu comment donner un coup de poing. Nous avons bu à cela, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti à nouveau moi-même. Le FBI a agi avec plus de célérité que je ne l'avais prévu. Vendredi matin, l'agent Chen m'a contacté pour m'informer qu'ils avaient obtenu des mandats de perquisition pour l'entrepôt, la galerie, et le domicile et le bureau d'Éric Douyer. Nous exécutons les perquisitions cet après-midi, a-t-elle déclaré. Je voulais vous prévenir au cas où Jessica tenterait de vous contacter. Quelle attitude dois-je adopter si elle le fait? Enregistrez tout, mais ne vous engagez pas au-delà de ce qui est nécessaire. Nous ne voulons pas qu'un avocat de la défense prétende que vous l'avez piégé ou que vous avez forcé un aveu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 14h17 de l'après-midi, mon téléphone a sonné. Max, qu'est-ce que tu as fait? La voix de Jessica tremblait de rage et de panique. Je n'ai aucune connaissance du sujet dont vous parlez. Le FBI est présent à la galerie. Ils sont en possession de mandats de perquisition. Ils confisquent tout. Cela semble grave. Ne fais pas semblant d'ignorer avec moi. Tu as orchestré ça. Tu les as contactés. Jessica, j'ai demandé le divorce. C'est l'étendue de mes actions. Si le FBI s'intéresse à tes activités commerciales, c'est une affaire entre eux et toi. Espèce d'idiot. Tu n'as aucune idée de ce que tu as engendré. Tu as tout détruit. J'ai tout détruit, Jessica? Je n'ai pas dérobé d'œuvres d'art. Je n'ai pas escroqué les compagnies d'assurance. Je n'ai pas trompé mon conjoint. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser d'être une victime.
Ces individus ne pardonnent pas, Max. Ces collectionneurs ne se contentent pas de subir des pertes financières et de s'en aller. Quels individus? Quels collectionneurs? Mais elle avait déjà raccroché. Tommy est arrivé 1 heure plus tard avec des informations de ses contacts policiers. Les raids ont été complets, a-t-il déclaré. Galerie, entrepôt, la maison d'Eric, son bureau, même la résidence du juge Hartwell. Ils ont perquisitionné chez le juge. Il semble qu'il n'était pas aussi innocent qu'il le laissait croire. Ils ont découvert une pièce entière remplie d'œuvres d'art qui ont été signalées volées au cours des 5 dernières années. Des pièces provenant de musées, de collections privées, de demandes d'indemnisation auprès des assurances. Des millions de dollars de valeur. Je me suis assis lourdement. Le juge était complice à un degré extrême. Apparemment, il utilisait sa position pour obtenir des informations privilégiées sur les enquêtes d'assurance, aidant ainsi Eric et Jessica à avoir toujours une longueur d'avance sur toute enquête officielle. Mon Dieu. Ça s'améliore. Eric a été appréhendé à son bureau, Jessica à la galerie et le juge Hartwell à sa résidence. Tous les 3 sont détenus sans caution en attendant les accusations fédérales. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner, c'était Dave Chen. Max, qu'est-ce qui se passe? Le FBI a arrêté Jessica. Il y a des camions de presse garés devant la galerie. Il semble que les affaires d'art privé de Jessica n'étaient pas aussi honnêtes qu'elle le prétendait. Tu étais au courant de ça? J'avais des soupçons. J'ai mené une enquête. J'ai signalé mes conclusions aux autorités compétentes. Espèce d'ordure. Tu l'as piégée. Non, Dave. Jessica a orchestré sa propre chute. J'ai simplement refusé d'être une victime collatérale. Les informations indiquent qu'elle est impliquée dans un important réseau de vol d'art et qu'elle risque potentiellement des décennies de pénitencier fédéral. C'est la conséquence inévitable de la commission d'infraction fédérale. Comment peux-tu être aussi détaché par rapport à ça? C'est ta femme. C'était astérisque ma astérisque femme. Maintenant, elle est accusée dans une affaire criminelle fédérale. Il y a une différence. Dave a brusquement mis fin à l'appel. En 60 minutes, j'ai reçu des appels similaires de Mike et Jeff, chacun exprimant son choc, son indignation et me tenant pour responsable d'avoir prétendument ruiné la vie de Jessica. Aucun d'eux ne semblait particulièrement préoccupé par le fait que Jessica avait dérobé des œuvres d'art et escroqué les compagnies d'assurance. Ils étaient bien plus indignés que j'ai eu l'audace de signaler ces transgressions. Le reportage du journal télévisé du soir a été particulièrement dur. L'arrestation de Jessica a fait la une, avec des images d'elle escortée menottée et des récits sensationnalistes d'un réseau sophistiqué de vol d'art opérant au grand jour. Le journaliste, positionné devant la galerie Méridien, a délimité l'ampleur de l'opération. Les agents fédéraux affirment que le système impliquait le vol d'œuvres d'art et des demandes d'indemnisation frauduleuses faites sur celles-ci, pour une valeur de plus de 4 millions de dollars. L'opération utilisait soi-disant une galerie d'art de renom comme façade, avec des pièces stockées dans des endroits incluant le domicile d'un juge fédéral. Mon téléphone a continué de sonner sans cesse, des journalistes sollicitant des commentaires, des connaissances cherchant des commérages et une poignée d'amis sincèrement concernés offrant leur soutien. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, bien que j'ai répondu quand Patricia Henley a appelé. Max, je voulais te donner une mise à jour concernant la procédure de divorce. Compte tenu de l'arrestation de Jessica et des accusations fédérales imminentes, nous sommes dans une position considérablement plus forte. Comment ça? L'infidélité était déjà préjudiciable, mais les accusations de crimes fédéraux modifient fondamentalement le paysage. Nous pouvons prétendre que les activités criminelles de Jessica constituent une faute conjugale. Cela te donne droit à une part plus importante des biens matrimoniaux. Quoi? Les biens matrimoniaux. Si elle a volé des œuvres d'art, le gouvernement ne va-t-il pas tout confisquer? Ils saisiront les produits tirés d'entreprises criminelles. Cependant, ta maison, tes économies légitimes, tes comptes de retraite, ceux-ci restent soumis au partage par le tribunal du divorce. Et, compte tenu des circonstances, j'imagine que le juge se montrera extrêmement compréhensif envers votre situation. Samedi matin apporta un autre appel de l'agent Chen. Monsieur Barrett. Jessica Douillero, elle utilise son nom de jeune fille à présent, souhaite négocier un accord. Elle propose une coopération totale avec notre enquête en échange d'une réduction de peine. Quel genre de coopération? Les noms des collectionneurs qui ont sciemment acquis des pièces volées. Des comptes rendus détaillés de l'opération, des registres financiers, tout.
Elle est également disposée à témoigner contre Éric Douillère et le juge Hartwell. Et en échange, au lieu de 15 à 20 ans, elle recevrait probablement 5 ans. 7. Avec la possibilité d'une libération conditionnelle dans 3 ans. Je méditais, agent Chen. Son accord de coopération requiert-il mon consentement? Non, mais je voulais vous tenir informé de l'évolution de la situation, étant donné que c'est vous qui avez initialement porté cette affaire à notre attention. Je vous en suis reconnaissant. Pour ce que ça vaut, je crois que Jessica devrait assumer pleinement les conséquences de ses actes. Mais si sa coopération vous aide à appréhender d'autres criminels, c'est plus important que mon désir de vengeance. C'est une perspective très mature, monsieur Barrett. Je ne me sens pas particulièrement mature. J'ai l'impression que la justice est enfin en train d'être rendue. Cet après-midi-là, je m'occupais de mon jardin lorsqu'un véhicule s'est approché. Caroline Douillère, la femme d'Éric, est sortie et s'est dirigée vers moi. Elle avait l'air frêle et épuisée, comme quelqu'un qui avait pleuré pendant des jours. Monsieur Barrett, je suis Caroline Douillère, la femme d'Éric. Je connais votre identité. Je suis désolé de ce qui s'est passé. L'êtes-vous? Êtes-vous sincèrement désolé? Ou êtes-vous satisfaite d'avoir détruit ma famille? J'ai posé mon râteau et l'ai regardé. Madame Douillère, je n'ai pas détruit votre famille. Votre mari l'a fait lorsqu'il a décidé de dérober des œuvres d'art et d'avoir une liaison avec ma femme. Éric a commis des erreurs, mais ce n'est pas un mauvais homme. Il s'efforçait de subvenir à nos besoins. S'efforçant de suivre le rythme de vie que votre famille attendait, en commettant des crimes fédéraux? En faisant ce qu'il pensait devoir faire. Sa voix affaiblit. Avez-vous la moindre idée de ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui est perpétuellement jugé selon les normes de votre famille? Mon père n'a jamais considéré Éric comme assez bien pour moi. Éric essayait simplement de prouver sa valeur. En volant des millions de dollars d'œuvres d'art? En s'efforçant de réussir. En s'efforçant de me fournir la vie à laquelle j'étais habitué. J'ai ressenti une brève pointe de sympathie pour elle, bien qu'elle ait été tempérée par la réalité. Madame Douillère, votre mari ne s'efforçait pas seulement de subvenir à vos besoins. Il avait une liaison avec ma femme. Il vous trompait quotidiennement. Il exploitait la position de votre père en tant que juge fédéral pour commettre des crimes. Ce ne sont pas les actions d'un homme qui s'efforce de sauver son mariage. Elle a alors commencé à pleurer, des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Je suis au courant de cette liaison. Je le sais depuis des mois. Mais j'espérais que cela cesserait. Je pensais que si je l'ignorais simplement, si je me concentrais simplement sur l'amélioration, tout reviendrait à la normale. Madame Douillère, pourquoi êtes-vous ici? Que me voulez-vous? Je voudrais que vous imploriez le FBI d'être indulgent envers Éric. Je voudrais que vous leur disiez qu'il n'est pas le cerveau, qu'il ne faisait que suivre les instructions de Jessica. Est-ce véridique? Elle a essuyé ses yeux. Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce que cela a de l'importance? Il est toujours mon mari. J'ai toujours de l'affection pour lui, malgré tout. Je ne peux pas vous aider, ai-je dit doucement. Je ne suis pas affilié à l'accusation. Je n'ai fait que signaler ce que j'ai découvert. Alors pourquoi était-il impératif que vous le découvriez? Pourquoi ne pouviez-vous pas simplement divorcer de Jessica en silence et passer à autre chose? Parce qu'elle ne me le permettait pas. Parce qu'elle a monté mes amis contre moi avec des mensonges. Parce qu'elle a essayé de m'intimider pour que je me taise. Parce qu'elle a transformé cela en une guerre, au lieu d'accepter simplement les répercussions de ses choix. Caroline Douillère m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être interprété comme de la compréhension. Elle vous a vraiment blessé, n'est-ce pas? En effet, elle l'a fait. Mais pas aussi gravement qu'elle ne s'est blessée elle-même. Après son départ, je me suis assis sur ma véranda, songeant aux dommages collatéraux résultant des choix de Jessica. Caroline Douillère était innocente, et pourtant elle souffrait. Les enfants d'Éric grandiraient avec un père incarcéré dans une prison fédérale. La famille du juge Hartwell endurerait la honte de sa corruption. Cependant, rien de tout cela ne changeait la vérité fondamentale. Jessica avait fait ses choix. Éric avait fait les siens. Le juge Hartwell avait fait les siens. Maintenant, ils devaient tous vivre avec les conséquences. Et, pour la première fois depuis des mois, moi aussi. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans un tribunal fédéral, observant ma femme plaider coupable de complot, fraude électronique et blanchiment d'argent.
Elle portait un simple tailleur bleu marine et gardait le regard baissé pendant que le juge énumérait les charges. Madame Douillère, comprenez-vous qu'en plaidant coupable de ces accusations, vous admettez avoir participé sciemment à un stratagème visant à frauder des compagnies d'assurance et à faire le trafic d'œuvres d'art volées? Oui, votre honneur. Et comprenez-vous que votre accord de coopération avec le gouvernement ne garantit aucune peine particulière, mais seulement que votre coopération sera prise en compte au moment du prononcé de la sentence? Oui, votre honneur. J'ai observé Jessica répondre aux questions du juge d'une voix à peine audible. C'était la même femme qui, 3 mois auparavant, se tenait dans notre cuisine et m'avait informé qu'elle dictait quand nous passions du temps ensemble. La même femme qui avait gloussé de ma naïveté à son amie dans un bar. Elle paraissait diminuée et vaincue, ne ressemblant en rien à la personne confiante et manipulatrice qui avait tenté de monter mes amis contre moi. L'agent Chen était assise à côté de moi dans la galerie. Elle a été exceptionnellement coopérative, a-t-elle déclaré discrètement. Son témoignage a facilité l'identification de 12 collectionneurs qui ont sciemment acheté des pièces volées. Nous avons récupéré plus de 6 millions de dollars d'œuvres d'art et gelé 2 millions de dollars supplémentaires d'actifs. Qu'en est-il d'Eric et du juge? Eric conteste les accusations, mais son cas est désespéré. Nous possédons des séquences vidéo de lui déplaçant des œuvres d'art volées, des documents financiers démontrant son implication, et maintenant le témoignage de Jessica. Il risque un minimum de 20 ans. Et le juge Hartwell? C'est le gros poisson. Un juge fédéral en exercice impliqué dans le vol d'art. Il recevra la peine maximale, probablement 25 à 30 ans. Sa carrière juridique est terminée, sa réputation est anéantie, et il mourra en prison. Après l'audience, je suis sorti du palais de justice sous le soleil éclatant de l'après-midi. Patricia en les m'attendait sur les marches. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé. Épuisé. Soulagé. Prêt à aller de l'avant. Le divorce sera finalisé la semaine prochaine. Étant donné le plaidoyer de culpabilité de Jessica et son accord de coopération, elle renonce à toute revendication sur les biens matrimoniaux. Vous conservez la maison, les économies, tout. Qu'en est-il de ses dettes pour les frais juridiques? Ce n'est pas votre problème. C'est une criminelle condamnée maintenant. Max, vous êtes libre et quitte. Ce soir-là, Tommy est arrivé avec des steaks et de la bière pour fêter ça. Alors, quel est le programme pour Max Barrett, simple citoyen, a-t-il demandé alors que nous étions assis sur ma terrasse. Je ne sais pas. Peut-être voyager. Peut-être. Peut-être sortir avec quelqu'un. Peut-être simplement savourer le calme. Aucun regret. J'y ai réfléchi. Je regrette d'avoir épousé quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Je regrette d'avoir gaspillé 4 ans sur une relation qui était probablement vouée à l'échec dès le départ. Mais je ne regrette pas d'avoir riposté. Je ne regrette pas d'avoir refusé d'être une victime. Qu'en est-il de tes anciens amis? Dave, Mike, Jeff? Qu'en est-il d'eux? Ils ont choisi les mensonges de Jessica à 15 ans d'amitié. Ils ont fait leur choix. Tu pourrais les contacter, élucider ce qui s'est réellement passé. Ils découvriront la vérité quand ils liront des articles sur le procès dans le journal. S'ils souhaitaient présenter des excuses, ils savaient précisément comment me contacter. Mon appareil mobile a vibré, signalant l'arrivée d'un message texte. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, un sourire se dessinant sur mes lèvres. « C'est qui ?» a demandé Tommy. « Mademoiselle Heller. Elle veut savoir si je suis prêt à reprendre le travail, indiquant qu'elle a un projet important qui nécessite mon expertise. Tu vas y retourner. Absolument. Je tire de la satisfaction à construire des choses, c'est une compétence que je possède. Et après des mois passés à démanteler les fabrications de Jessica, il sera gratifiant de créer quelque chose de constructif une fois de plus. Nous sommes restés dans un silence confortable, sirotant nos bières et observant le soleil se coucher sur mon quartier. Mon quartier est ma maison. Avec mon existence enfin rendue à mon contrôle. Tu sais quel est l'aspect le plus rédempteur de tout ça, ai-je finalement demandé. Quoi donc? Jessica a consacré des mois à essayer de dicter quand nous passions du temps ensemble. En fin de compte, elle avait raison. Elle a réussi à décider. Comment ça? Elle a décidé que nous passerions les 5 à 7 prochaines années complètement séparés pendant qu'elle réside en prison fédérale. Tommy a gloussé. C'est froid, mec. C'est la justice. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel téléphonique de Dave Chen.
Max, je te dois des excuses. J'ai vu les nouvelles concernant le plaidoyer de culpabilité de Jessica concernant le réseau de vol d'art. Je n'en avais aucune idée. Non, tu n'en avais pas. J'aurais dû te croire. J'aurais dû te soutenir au lieu de prendre son parti. Oui, tu aurais dû. Est-ce qu'on peut? Pourrions-nous nous réunir et discuter? Peut-être essayer de résoudre nos différends? J'y ai réfléchi pendant un long moment. Dave, tu as pris une décision il y a 3 mois. Tu as choisi les mensonges de Jessica plutôt que notre amitié. Tu as privilégié le confort social à la fidélité. Tu as préféré croire que j'étais un mari violent plutôt que de solliciter mon point de vue sur la question. J'avais tort. Je le reconnais. Ne pouvons-nous pas passer à autre chose? Peut-être à un moment futur, mais pas actuellement. Aujourd'hui, je suis encore en train de gérer les conséquences d'avoir fait confiance à des individus qui ne le méritaient pas. Max, voyons. Nous sommes amis depuis l'université. Nous étions amis depuis la fac. Passé. Tu as mis fin à cette amitié quand tu as menacé de retirer ton soutien à moins que je ne me réconcilie avec ma femme adultère. J'ai coupé la communication et bloqué son numéro. Mike et Jeff étaient libres de persister dans leur tentative de me contacter, mais je n'avais aucun intérêt pour leurs excuses non plus. Certains ponts, une fois consumés par les flammes, devraient rester en cendres. Cet après-midi-là, je suis allé en voiture sur le chantier où nous commencions les travaux de terrassement pour un nouvel immeuble de bureaux. Madame Heller m'attendait, munie de plans et d'un casque de protection. Content de vous revoir, Barrett. Êtes-vous prête à construire quelque chose? J'ai inspecté le terrain vague où nous allions bientôt ériger un immeuble de 12 étages qui durerait des décennies. Fondation solide, structure robuste, construit pour durer. En effet, ai-je répondu en enfilant mon casque. Je suis prête à construire quelque chose. 6 mois plus tard, je dînais dans un restaurant nouvellement ouvert en centre-ville quand j'ai aperçu Caroline Douyer assise seule à une table d'angle. Elle semblait en meilleure forme que lors de notre dernière rencontre. Plus saine, plus posée. Ressemblant à quelqu'un qui avait trouvé un moyen d'avancer. Je me suis approché de sa table. Madame Douyer. Max Barrett. Comment allez-vous? Elle leva les yeux, surprise. Oh, monsieur Barrett. Je vais mieux, merci. Je suis heureux de l'entendre. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous demande, comment s'est terminé le procès d'Eric? 22 ans, déclara-t-elle calmement. Il sera éligible à la libération conditionnelle dans 18 ans. Je suis désolé. C'est vous qui avez tout déclenché. Non, madame Douyer. C'est moi qui y ai mis fin. Eric et Jessica ont tout instigé quand ils ont décidé de dérober des œuvres d'art et de tromper tous ceux qui leur faisaient confiance. Elle hocha lentement la tête. Vous avez raison. Je sais que vous avez raison. C'est juste, c'est difficile d'accepter que l'homme que j'ai épousé était capable de tout cela. Que comptez-vous faire maintenant? Je suis en instance de divorce. Je vends la maison. Je recommence à zéro. Elle esquissa un léger sourire. Il s'avère qu'il y a une vie après la trahison. Oui, il y en a une. Et elle est meilleure que la vie que vous aviez auparavant, même si vous n'en avez pas l'impression actuellement. Avez-vous recommencé à zéro? Je suis en train de le faire. Certains jours sont plus favorables que d'autres. Vous arrive-t-il de vous demander ce qui se serait passé si vous aviez simplement ignoré la liaison de Jessica? Si vous aviez simplement détourné le regard? Non, ai-je répondu sans hésitation. Détourner le regard est ce qui a précipité toute cette situation en premier lieu. Votre mari volait des œuvres d'art juste sous votre nez. Jessica fraudait les compagnies d'assurance juste sous le mien. Le juge Hartwell corrompait sa fonction juste sous le nez du système judiciaire. Parfois, ignorer les problèmes ne les fait pas disparaître. Parfois, cela ne fait que les aggraver. Caroline Douyer hocha la tête. Je crois que vous avez raison. Je crois que j'ai passé trop d'années à détourner le regard. Eh bien, vous ne le détournez plus. Non, je ne le détourne plus. Je suis parti, la laissant terminer son dîner, et suis rentré chez moi en flânant dans les rues tranquilles de mon quartier. Ma maison était sombre mais accueillante, un endroit qui, enfin, ressemblait à nouveau à un foyer plutôt qu'à un champ de bataille. Je me suis versé un verre de vin et me suis installé sur ma véranda, en contemplant l'année écoulée. Jessica purgeait sa peine dans un établissement fédéral en Ohio.
Eric était incarcéré dans une prison de sécurité moyenne en Pennsylvanie. Le juge Hartwell était en détention maximale au Colorado, sa carrière judiciaire et sa réputation irrémédiablement anéanties. Mon mariage avait été dissous, mes anciens amis avaient disparu, et mon existence ne ressemblait en rien à ce qu'elle était 12 mois auparavant. Cependant, j'étais libre. Libre des mensonges, libre de la manipulation. Libre de l'effort épuisant de tenter de sauver une relation avec quelqu'un qui ne désirait pas être sauvé. Jessica avait raison sur un point. Elle avait décidé quand nous passerions du temps ensemble, elle avait décidé que nous ne passerions plus jamais de temps ensemble. Et j'étais parfaitement satisfait de cette décision. Le vin était exquis, la nuit était calme, et, pour la première fois depuis des années, j'étais exactement où je voulais être. Chez moi. Seul, en paix. Det er Der ligger mandetid 3 nu. i bunden af tårnet. Nå, En nede hel masse træ, vi bare må tage, eller hvad? Jeg tror, de har nok. Nadja har jo brugt de sidste 6 timer på bare at stå og hakke træ. Brug hjernen, og så ikke sige det højt. Jeg ved ikke, hvad du mener, Freja, det mener jeg oprigtigt. Jeg har ingen anelse. Jeg skulle for Sleepy ikke have spist i mit hoved til det. Så tag dig for fanden der og bestil noget at spise. Nej. Jo længere tid du trækker den, jo længere tid, eller jo færre muligheder er der for at vælge. Det bliver mækken. Ja, Det er et godt sjovt, jeg bestiller også noget. Jeg skulle lige spise, det var dejligt. Hvis der er nogen af de der hunde, der drukner igen nu, så tilter jeg legit. Hvad har du fået? Jeg har ikke noget andet. Risret med lidt af hvert. Jeg har ingenting, jeg har ikke bestilt noget, jeg gider ikke bestille igen. Hvad er det, der kommer der? Mertz, jeg stoler ikke på Mertz. Jo, Mads, han er god nok. Hvad er det? Han har Nej. ikke griefet os. Mertz, han er blacklistet. Han bollede et får i røven lige før. Ja, han har bollet et får i røven, og Dex, de bollede en af mine hunde, og så han lavede sådan en aprilsnar på mig nede i Nether, og jeg ved ikke hvad. Hvad? jamen altså. Hvorfor har du sådan nogle mærkelige mennesker på din server? Ja, Mertz. Trollsy er lidt lav. Jeg ved det godt, men det er fordi, han er meget høj for mig. Jeg ved ikke lige sådan, hvordan det... Altså, ja, Nana. Jeg sige noget til ham. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Ja, fix lige lyden, altså. Kom Men nu. Nana er ikke en gamer. Hvorfor er hun her ikke? Nej. Kæmpe gamer. Hvad var det for en lyd, det der? Hvad er det? Dexty, du bollede min hund. Nej, den bollede mig. Stor forskel. Alright. Fuck er det, jeg lytter på lige nu. Hvad er det, I gang med Hey, at kommer kæmpe fra mod? Badstream KH, det skulle jeg Hvad er sige. det der? Hvad mener du? Kommer. Er Nico, er han trusted os? Ja, Nico er trust, han er lidt goofy, men han gør ikke noget forkert. Nico? Vent lige om. Ved I, hvordan får man de der player deaths væk fra sin skærm, ved du? Jamen, det er så fordi, du er lunar jo, men du skal ind i... Jeg tror, du skal trykke N eller M, og så er der sådan nogle waypoints, du skal fjerne derinde. Smart. Det Jeg har ikke noget skjold med. Hvad er det? Hvad er det, jeg får? Nå, kom gutter! Jeg tænker nok. Nico, hvad er det, du giver i mig? mit øre hele tiden? Bad VF's uofficielle. Hvad mener I? Altså, hvorfor er den er sygt hurtig, den skål her. Kan man godt give de der katte cooked fish egentlig? Nogen, der ved det? Jeg er sikker på, at det skal være raw. Jesus. Uden at jeg er ekspert. Fuck, jeg fik et chok, Musse. Fuck, jeg elsker en Teams Live og som review på et #partnergrind. Det kan noget. Musse, tusind tak for dit sub. Thank you. Der har jeg gjort broen bred. Han streamede på telefonen, så kunne ikke raid. Nå, det er et uofficielt raid, er det du mener? Jeg har ikke mere træ, vel? Jo, jeg har faktisk. Så skal vi have de her creeper. Hvor var du lige?
Så der var lige hegn nemlig. Nu vil jeg have en hund. Jamen, det må du gerne. Kan du ikke lave en chest mere? Hvad skal din hund hedde, det kan jeg Musse? Nej, lige finde ud af, hvordan man gør. Sådan der. Ej, katten Jeg har skræmmer lige- creeperen væk. Ja, og jeg har 2 faktisk. Lækkert. Tak. Jeg havde en i forvejen. Katte, stop! Jeg kan ikke fight den ordentligt, når de skræmmer den væk. Nej, nu dør de. Okay, det gør det ikke. Fordi det er super praktisk at farme creepers, mens du har katte løbet rundt. Ja, det er fucking irriterende. Men det er legit det eneste tidspunkt, jeg kan farme creepers, fordi folk sover hele tiden. Så der spawner jo ikke Jeg har nogen. hørt om sådan noget med grotter. Der er jo ikke nogen... De er jo whack. Jeg gider sgu da ikke rende rundt ned i grotter og så håbe på, at der spawner en creeper. Det er altid